Il faut commencer. Parfait. Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus nous rejoindre au Phare et Amazon donc, pour cette conférence du mois de juin. On a un petit peu décalé parce que le 13, il se passe des choses en ville, donc on n'a pas voulu vous gêner avec la flamme. Merci Jenna de nous accueillir, de nous expliquer ce soir les informations. Merci d'être resté sur le territoire et de nous expliquer ce qui est important. Et puis, merci à l'ICPF de nous accompagner sur cette partie communication, et puis surtout pour les intervenants, parce que c'est aussi compliqué pour nous de trouver des intervenants, et c'est un très, très grand plus. Voilà. Et je vais te laisser la parole. Et puis, Alors, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Jenna Martinez. Je suis kinésithérapeute et je suis spécialisée en scénologie et je fais partie du RKS. Le RKS, c'est le réseau du kiné du sein qui se trouve en métropole. Et ce soir, du coup, je vais vous faire une présentation sur l'importance de la kinésithérapie dans la prise en charge du cancer du sein. Donc, tout d'abord, je vais un petit peu faire un point sur la kinésithérapie. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu affaire, ou peut-être vous êtes déjà allé voir un kiné. Le masseur kiné, en fait, c'est un professionnel de santé qui effectue manuellement ou à l'aide d'instruments des soins de rééducation, de réadaptation, visant à préserver, restaurer ou suppléer l'intégralité à la fois structurelle et fonctionnelle d'une personne confrontée à un traumatisme, alors par exemple une entorse de cheville ou une fracture, à une maladie, là, par exemple, ce soir on va parler du cancer du sein, ou à un handicap, comme par exemple la paralysie. En scénologie, le kiné, ça va être un soin de support, d'accord? Ça va être une prise en charge qui va être globale et qui va apporter au patient un apaisement, un soulagement dans les moments difficiles de la prise en charge du cancer. Il est vrai, c'est particulièrement le cas dans le cancer du sein, que bien souvent, en fait, les traitements médicaux, ils sont plus lourds, ils sont plus désagréables que la maladie en elle-même. C'est pour ça que des soins de support sont créés. Et du coup, ça va aider à pallier les effets secondaires du traitement, parce que le traitement, il est inévitable, mais les effets secondaires, nous, les kinés, on va pouvoir vous aider à vivre au mieux. Alors, comment une ordonnance, elle sera nécessaire pour que les patients puissent avoir accès aux soins de kinésithérapie. L'ordonnance, elle sera délivrée par votre oncologue ou par votre gynécologue, par votre médecin traitant ou par un autre médecin. La prise en charge, elle sera assurée à 100% si vous êtes en carnet rouge. Et si vous venez faire des soins de kiné et que vous n'êtes plus en carnet rouge et prise en charge à 100%, là, ce sera la CPS qui assurera 70% de la prise en charge et les 30%, ce sera soit votre mutuelle, soit ce sera à vous de les assurer. Alors, des oublis. Alors, bien souvent, j'ai des patientes qui me disent je n'ai pas eu d'ordonnance de kiné. Alors, c'est possible qu'il y ait des oublis. C'est vrai que dès que vous avez l'annonce du diagnostic, ça fait beaucoup d'informations. Il faut gérer les prises de rendez-vous, il faut gérer aussi les traitements, il faut accepter aussi l'annonce qui est quand même difficile. Donc, c'est possible que la kinésithérapie, elle passe au second plan. Et malheureusement, il y a des moments où les patientes n'ont pas d'ordonnance de kiné. Donc, du coup, c'est à nous, les kinés, de vraiment faire de la prévention. C'est à nous de faire de l'information. C'est pour ça que des conférences comme ce soir, c'est super important. C'est important pour nous d'en parler, que les patients en parlent et qu'aussi les professionnels de santé en prennent conscience. D'accord? Par moment, c'est la patiente qui elle-même va demander des soins de kinésithérapie, ou sinon, c'est par rapport à ces séquelles qu'elle peut avoir, où là, le médecin va être à même de lui dire, là, il faudrait faire des séances de kiné. Donc voilà, il peut y avoir des oublis, et ça, c'est malheureux dans ce cas. Alors, comment se déroule une séance de kiné? La séance de kiné, elle dure à peu près 30 minutes, d'accord? Vous n'allez pas aller chez le kiné pour 10-15 minutes. Ce sera vraiment une séance individuelle, donc vous serez dans une salle fermée. Vos conversations, elles sont privées. Et du coup, vous serez normalement, au début des séances, allongé sur la table, d'accord? Et dans une pièce fermée, parce que vous allez aussi devoir, à un moment donné, peut-être vous déshabiller. Nous, on va regarder au niveau du sein, on va regarder au niveau de l'épaule. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous devez faire des séances de kiné, ce sera
fait dans les règles de l'art. Le kinésithérapeute, il doit faire un bilan. Du coup, quand vous arrivez en séance de kiné, il y aura un bilan. Il va vous poser des questions. Alors, ce n'est pas pour vous faire un interrogatoire. Hein, lui, ce n'est pas son but. Et vous, je sais que c'est pénible de raconter tout votre parcours, mais du coup, c'est important pour lui de connaître quel type de tumeur vous avez pu avoir, mais aussi où vous en êtes au niveau des traitements, d'accord? Qu'est-ce que les séquelles que vous avez, les mobilités, toutes ces choses-là. Le kiné, c'est important qu'il soit au courant. Donc voilà, vous aurez un bilan normalement au début des séances. La rééducation, elle est propre à chaque patient, d'accord? Ce sera selon ses déficits, ses douleurs et aussi ses besoins. Il est possible que le kiné vous demande s'il peut faire des photos. Alors là, c'est selon votre accord, bien sûr. C'est bien aussi des fois parce que vous allez peut-être venir en séance de kiné pendant un moment. Hein, le parcours de soins, il est long. Du coup, c'est bien des fois que le kiné il puisse prendre des photos, par exemple, de votre opération, de votre reconstruction pour après pouvoir vous les remontrer s'il y a quelconque problème ou s'il y a un œdème, de pouvoir faire la différence. Donc voilà. Ça, c'est selon votre accord, mais c'est possible qu'il y ait des photos. Et la séance ne doit pas faire mal. Alors, je m'explique. Vous ne devez pas sortir de la séance de kiné en ayant des douleurs, hein, d'accord, en ayant les larmes aux yeux. Ça doit être dans la limite du raisonnable. Mais il y a des fois, problèmes qui peuvent être un peu désagréables. Par exemple, la mobilité d'épaule, hein, si elle est limitée, forcément, ça ne va pas être non plus une partie de plaisir. Mais bon, voilà. Alors, le kiné, il peut vous aider sur plusieurs aspects. Là, je vais tous les lister et après, on reviendra un peu plus en détail. Donc, le kiné, il peut vous aider sur quoi? Sur les douleurs post-opératoires, sur la posture et la lutte contre l'attitude de protection du sein. La lutte de protection du sein, en fait, c'est une position que vous avez inconsciemment après l'opération, qui est une position, en fait, d'enroulement au niveau des épaules. Vous venez protéger cette zone qui a été opérée, cette zone qui est lésée. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait légitime. Mais après, ça peut avoir des répercussions au niveau de l'épaule, d'accord? Au niveau de la posture, de la statique. Donc nous, on est très attentifs après l'opération sur cette attitude. On va aussi vous aider sur tout ce qui est lymphodème ou autre incident post-opératoire. Ça, on reviendra en détail. Sur les raideurs de l'épaule et des autres articulations, la cicatrisation, la fatigue et le déconditionnement à l'effort. La reprise de l'activité physique adaptée. Donc ça, vous allez voir que je vais en parler beaucoup de l'activité physique. Hein, ça fait partie intégrante de la rééducation. De la détente et de la relaxation musculaire, forcément. Il y a des moments où vous allez avoir peut-être des douleurs au niveau cervical, de la tension. Donc ça, c'est normal. Et nous, les kinés, on a des méthodes. Hein, on est spécialistes un petit peu dans toutes ces douleurs pour des massages, des positions antalgiques pour vous aider vraiment à mieux supporter tous les traitements. Et on va vous aider voilà, dans toute votre reconstruction à proprement dite. Mais aussi, on va vous écouter, répondre à vos questions. On a un rôle préventif et curatif sur les effets secondaires. Et surtout, on a un rôle sur les idées reçues. Ça, je vous en parlerai parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues en kiné. Et du coup, ça, c'est important. Et voilà, pour vous montrer que tout est possible et que vous allez pouvoir reprendre votre vie d'avant. Alors, comment on va pouvoir faire tout ça? C'est bien beau, mais voilà, on a beaucoup d'outils. Nous, les kinés, on fait beaucoup de travail manuel. On fait des massages, des étirements, mais aussi des exercices. On a des techniques qui sont des mobilisations actives ou passives. Vous allez être acteur. Il faut savoir que le travail que vous allez faire chez le kiné, ça va vraiment être un travail d'équipe. Parce qu'on ne va pas pouvoir vous voir tous les jours, hein, mais vous allez avoir peut-être des effets secondaires assez journaliers. Donc, nous, on va vous faire des exercices que vous allez pouvoir faire à la maison. Et c'est important que vous les fassiez à la maison. Voilà, on va vous donner plein de devoirs, c'est sympa. Et du coup, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc voilà, on a plein d'outils, dont le drainage lymphatique s'il y a besoin, hein, le travail de mobilité, de respiration, de posture, de perception, voilà, toutes ces choses que nous, on peut faire en kiné. Et du coup, quelle zone nous allons travailler? Alors, quelle zone nous allons travailler? Bien sûr, nous allons travailler au niveau du sein. Hein, nous allons travailler au niveau de
de toutes les parties qui sont vraiment autour du sein, donc le sein. Donc, ne soyez pas excité que le kiné, à un moment donné, vous demande si vous, sous votre accord, vous pouvez vous déshabiller parce que lui, il va falloir qu'il travaille au niveau des cicatrices. Il va falloir qu'il travaille au niveau de la mobilité, bien sûr, du creux axillaire. Si vous avez un curage axillaire ou non, c'est des zones où il peut y avoir des raideurs. Donc, voilà, le kiné, il va travailler ces zones. Il va travailler aussi tout ce qui est diaphragme, respiration. Je vous expliquerai pourquoi. Mais aussi, il va travailler le dos, les membres inférieurs et supérieurs. Comme je vous disais au début, c'est vraiment un travail qui va être global. Et à un moment donné, nous, notre but, c'est que vous vous remettez à l'activité physique ou que vous mettiez, si vous n'en faisiez pas avant. Et voilà, donc il va falloir vraiment tout travailler. Alors, quand est-ce que vous allez me dire quand est-ce que vous pouvez venir faire des séances de kiné? Ça, c'est la grande question. Et c'est important de le souligner parce que vous ne savez pas trop et il y en a qui me demandent mais qu'est-ce que tu fais en kiné et quand est-ce qu'on peut venir faire des séances? Alors moi, j'ai envie de vous dire n'importe quand, durant votre parcours de soins, vraiment, vous pouvez venir pendant les traitements, alors que ce soit en chimiothérapie, en préparation à la radiothérapie aussi, c'est super important de venir faire du kiné parce que nous, en fait, notre but, c'est que vous retrouviez une mobilité d'épaule qui vous permette de faire les séances. En fait, il faudra que vous ayez votre bras comme ça en rotation latérale. Et en fait, ça va vous permettre de faire les séances dans des bonnes conditions sans avoir trop de douleur, que ce soit confortable. Et ça, si des fois, vous ne travaillez pas avec le kiné, cette mobilité, elle est compliquée après l'opération. Donc voilà, durant la radiothérapie, et même après la radiothérapie. Et nous allons vous accompagner aussi pendant l'hormonothérapie. Tout ça, on va le détailler. Le kiné, vous pourrez faire des séances de kiné aussi dans tout ce qui est préopératoire, d'accord? Que ce soit la préparation à la chirurgie d'exérèse, c'est-à-dire si vous avez une tumorectomie, une mastectomie, mais aussi la préparation à la reconstruction. Ça, c'est souvent 6 à 8 semaines avant vous faire opérer que c'est important de venir voir un kiné et je vous expliquerai également pourquoi. Et bien sûr, en post-opératoire, là, c'est souvent où on a le plus de vaccins qui seront envoyés. Là, en post-opératoire, que ce soit une opération d'exérèse ou une reconstruction, là, après 3 semaines environ après l'opération, nous, on va agir, on va avoir beaucoup de choses à faire en kinésithérapie. Donc, j'insiste, vous pouvez venir quand vous voulez, à n'importe quel moment, même si vous avez commencé votre traitement. Il n'est jamais trop tard. Des fois, moi, j'ai des patients qui viennent 3, 4 ans, même 5 ans après leur cancer du sein et du coup, qui ont quand même des déficits et des choses à travailler. On peut le travailler. Peut-être que Laurette nous dira un petit peu plus son ressenti. Mais du coup, voilà, c'est jamais trop tard. Et c'est vrai que j'insiste, s'il y a un accompagnement à long terme, permet de prévenir certains effets secondaires et de créer un lien avec le thérapeute. Donc, le plus tôt sera le mieux. Alors, les objectifs de la kiné en pré-op. Bon, voilà, là, je vais un peu plus détailler. En pré-op, donc là, si, par exemple, vous connaissez peut-être votre kinésithérapeute ou pas, mais là, l'intérêt de venir, ça va être vraiment un intérêt préventif. Le kiné va pouvoir répondre à vos questions. C'est vrai que quand on se fait opérer, c'est légitime, n'importe qui va se faire opérer, une opération, c'est jamais rigolo. On a toujours des peurs, des questions, et puis une opération au niveau du sein, c'est encore, je dirais, un peu plus délicat, donc je pense que les questions sont un peu plus majorées. Du coup, là, le kiné, il est là pour un petit peu, s'il a le temps, répondre à vos questions, vous aiguiller, et surtout, très important, moi, ce que je fais, si j'ai la chance d'avoir les patients à ce moment-là, je leur donne un livret. C'est un livret que le RKS a fabriqué. Je le montrerai tout à l'heure. Et ce livret, il est vraiment très bien fait. Il y a plein d'exercices. Il y a des exercices pendant tous les traitements, mais il y a des exercices post-opératoires. Et ça va nous permettre de vous expliquer et de vous montrer ce que vous allez pouvoir faire directement, en fait, après l'opération. Parce que dès le lendemain de l'opération, en fait, il faut que vous bougiez. Alors, je vous expliquerai un petit peu comment. Bien sûr, vous n'allez pas aller faire de l'escalade ou quoi que ce soit, mais il faut bouger et pour éviter après d'avoir des séquelles et des problèmes. Donc, vous allez prendre conscience avec le kiné. Il va vous mettre en confiance, vous donner des conseils. Et bien sûr, vous allez pouvoir prendre les rendez-vous parce que 3 semaines après, ça débutera la kiné. Et comme je vous disais plus tôt, c'est le mieux. Et si on a déjà les rendez-vous, on a anticipé, c'est bon, c'est OK, on part sur de bonnes bases. Et il pourra être là aussi en préopératoire avant la reconstruction. Alors, il y a plusieurs types de reconstruction. Là, ce n'est pas le débat, on ne va pas toutes les faire.
Mais il y a certaines reconstructions où on va prélever en fait un morceau de peau, par exemple. Et du coup, il va falloir préparer cette zone, préparer le site donneur et le site receveur. Il va falloir préparer la peau, parce que plus la peau sera saine, d'accord, avant la reconstruction. Par exemple, une patiente qui a eu une mastectomie et qui veut se faire reconstruire, que ce soit même 1 an ou 2 ans après, ces cicatrices, elles sont belles, entre guillemets. Ces cicatrices ne sont pas trop adhérentes. Si vraiment la peau, elle est saine, et bien la reconstruction, c'est certain, elle sera plus jolie, elle sera mieux. Donc, nous, on est là voilà, pour préparer la peau, pour travailler l'articulation. Si on se fait réopérer sur quelque chose qui est moyen, forcément, le résultat, il sera moyen. Ça permettra de diminuer les œdèmes, les hématomes et l'amélioration des cicatrices. Alors, les objectifs de la kiné en post-opératoire. Donc, en post-opératoire, là, il y a aussi beaucoup de choses. Tout ce que je vous énonce, tous les effets secondaires que je peux vous marquer, forcément, vous ne les aurez pas toutes. Hein. C'est des indications, c'est ce qui revient souvent. Mais voilà, vous n'avez pas tout ça, mais vous pouvez vous reconnaître dans certains effets secondaires. Donc là, en post-opératoire, le kiné il va pouvoir optimiser le résultat esthétique, l'image corporelle, diminuer les adhérences et les problèmes cicatriciels. Les adhérences, c'est quoi? C'est des choses qu'on peut trouver autour de la cicatrice. C'est quand on a, par exemple, on sent que c'est trop court, que ça tire trop. Ben ça, c'est des adhérences. Et là, le kiné, c'est spécifique à la kiné. Il va pouvoir le travailler manuellement. On va pouvoir résoudre les problèmes circulatoires s'il y en a. S'il y a un œdème ou s'il y a quelque chose. Ça, c'est pas, tout le monde n'a pas de problème circulatoire, mais bien souvent, on peut rencontrer des choses. Donc, nous, on va agir dessus. On va pouvoir supprimer les modifications posturales et lutte contre l'APS, c'est ce que je vous disais avant, c'est par rapport à l'attitude de protection du sein. Donc là, des exercices d'autograndissement, de mobilité, ces choses-là, où on va renforcer le dos, bien sûr. Soulager la douleur. Donc on est en 2024, c'est plus possible d'avoir mal, d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, on sait agir contre les douleurs, donc ça, c'est notre rôle aussi. Et voilà, on va toujours vous accompagner et vous conseiller. Donc voilà ce fameux petit livret RKS dont je vous parlais. C'est le petit livret que vous avez en haut à droite. Ça, c'est un livret que vous pouvez trouver sur le site du RKS. C'est le réseau des kinés du sein, comme je vous disais. Il est gratuit, il est téléchargeable en PDF et il vient même de le sortir en format vidéo. C'est vraiment intéressant. Il y a plus de 20 exercices, il y a des images. C'est très pédagogique, vous avez plein d'indications, il y a des quiz. Donc, moi, j'invite toutes les personnes qui ont eu un cancer du sein, à n'importe quel moment de le télécharger parce que vous pouvez avoir quand même des choses intéressantes et c'est toujours valable. Et du coup, dans ce livret, ce qui est bien, voilà, on est sur le post-opératoire, mais il y a des exercices pour la chimio, pour la radiothérapie. Là, on reste sur le post-opératoire. Donc là, voilà, je vous ai mis 3 sortes d'exercices et vous voyez en haut ici, vous avez à peu près le délai. À quel moment le faire. Parce que c'est vrai que quand on se fait opérer, mais si on n'a pas les indications, si on ne vous dit pas ce que vous pouvez faire, à quel moment, vous ne savez pas. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont peur, c'est légitime, ne bougent pas leurs bras, le gardent en écharpe et après, on a toutes les complications qui peuvent arriver. Donc, il faut bouger. Alors, dans la première semaine, bien sûr, il faut pas faire des mouvements intempestifs, hein, sinon, là, ça peut se compliquer. Mais moi, j'ai aucune patiente qui un jour s'est réouvert la cicatrice ou a trop tiré dessus. Enfin, on est tous pareils. Je pense que si on a une cicatrice, on va faire attention. Hein, on n'est pas des foufous. Donc, du coup, les gens ont plus tendance à ne pas mobiliser, laisser au repos que de bouger. Alors qu'il faut bouger. Il faut bouger parce que les 15 premiers jours, c'est une phase qui est liquidienne, donc vous gardez la mobilité physiologique. Mais après 15 jours, il y a une phase qui s'installe, c'est une phase fibrotique au niveau du praxillaire. Et là, il y a des limitations qui peuvent s'installer. Donc, si vous ne venez pas travailler l'épaule, vous allez avoir des soucis. Vous pouvez avoir des soucis. Et si vous n'avez pas la travailler pour la radiothérapie, ça va être compliqué. Enfin, voilà, après, c'est un peu effet boule de neige, donc c'est important. Donc, par exemple, là, les 15 premiers jours, vous allez avoir, moi, je vais vous donner, avec le livret, vous aurez des exercices de respiration. Parce que quand on se fait opérer au niveau de cette zone, forcément, on ne veut pas que ça tire, on a peur. Du coup, on va avoir un peu une respiration inversée. On va plus respirer avec le ventre qu'avec le thorax parce que ça tire. Voilà, moi, je vais vous réapprendre à respirer. On va pouvoir faire des exercices de mobilité d'épaule, des choses vraiment toutes bêtes. Mais bon, c'est des choses, si on ne vous dit pas qu'il faut les faire, vous ne les ferez pas forcément. Par exemple, là, cet exercice-là, c'est venir monter les épaules, d'accord, et relâcher. Donne le nombre
de fréquence, enfin, de combien de fois les réaliser aussi. Et après, là, vous regardez, plus de 15 jours après votre sortie d'hôpital, là, vous allez avoir des exercices, on va dire, un petit peu plus d'un niveau supérieur, parce que la cicatrisation aura quand même commencé à se faire. Du coup, on peut commencer à y aller. Là, c'est les exercices, celui-ci, où vous venez monter le coude et le faire voilà, plusieurs fois, 5 fois par exemple, et plusieurs fois par. Là, on va parler des objectifs de la kinésithérapie pendant la chimiothérapie. Comme je vous disais, on peut aussi agir pendant les traitements. Donc, en chimiothérapie, on sait très bien que c'est une période difficile pour les patients. C'est compliqué, il y a de la fatigue, il peut y avoir des douleurs. Donc, c'est vraiment bête de s'en priver si vous avez des symptômes et si vous avez des effets secondaires. Le kiné, il est là pour vous aider et malheureusement, c'est trop peu prescrit. Moi, j'ai très rarement des patientes qui viennent quand elles sont en chimiothérapie. Je les ai après l'opération ou s'il y a des problèmes et des séquelles, là, on me les envoie, mais pendant les chimios en préventif, je les ai pas. Alors bon, peut-être qu'elles souffrent en silence, c'est dommage, ou qu'elles s'en plaignent pas à leur médecin, ou je ne sais pas, mais vraiment, je vous ai expliqué ce qu'on peut faire, nous, en chimiothérapie, par rapport aux effets secondaires qu'il peut y avoir. Je le souligne encore, vous n'aurez peut-être pas tous ces effets secondaires, n'ayez pas peur, mais du coup, il y a les effets secondaires des neuropathies, les douleurs mains pieds, ça, je l'ai quand même très souvent. Ça, c'est, je dirais, une patiente sur deux se plaint, même après la chimio, d'avoir toujours. Il y a des sensibilités au niveau des mains, des pieds, c'est pas réellement des douleurs, mais ça peut s'apparenter à des douleurs, mais c'est plus des gènes et qui peuvent durer dans le temps, parce que les traitements, ils sont toxiques quand même, donc ça peut rester. Nous, pour ces douleurs-là, chaque kiné fait un petit peu comme il peut, chacun a ses techniques, mais on peut faire des exercices, des exercices d'étirement de vos mains, de vos pieds, des exercices de mobilité. Moi, ce que j'aime bien donner à mes patients qui se plaignent, par exemple, des pieds, c'est des petits exercices où on vient monter sur la pointe des pieds, faire plusieurs pointes des pieds, ou venir marcher en marche avant sur la pointe des pieds, ou marcher en marche arrière. Voilà, toutes ces petites choses, ça peut soulager. Des petites anecdotes, mais bon, voilà, si on les connaît, si le kiné vous conseille, c'est super. On va pouvoir soulager les douleurs articulaires parce qu'elles peuvent survenir. Pour ça, ce sera avec des méthodes d'étirement, de mobilité. Ça, nous, on connaît, on ne le fait pas que pour le cancer du sein, pour d'autres pathologies, on traite les articulations, on traite les douleurs aussi. Drainer les œdèmes s'ils sont présents, je vous expliquerai pourquoi je marque s'ils sont présents. Renforcer la musculature pour éviter la fonte musculaire. Alors là, c'est un sujet qui est important de traiter, la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? C'est ce qui va, en fait, c'est quand vous avez des traitements de chimio, vous allez avoir une fonte de masse musculaire. Et ça, pour toute personne, par contre, qui a de la chimiothérapie, vous aurez forcément une perte de force musculaire. Alors là, nous, vraiment, il faut qu'on y aille. Là, le mot activité physique, je suis désolée, je vais répéter 30 fois. mais il faut vraiment lutter contre ça, parce qu'après, vous, votre objectif, c'est de retrouver votre vie d'avant, de repartir dans la vie active, de reprendre votre sport si vous en faisiez, de vous y mettre, parce que vous n'aurez pas le choix, votre kiné va vous casser les pieds. Et du coup, voilà. Donc la sarcopénie, il faut lutter. Donc l'activité physique, elle commence dès la chimiothérapie. Bien sûr, elle est adaptée. En chimiothérapie, vous êtes fatigué. Voilà, ça peut être difficile, donc on ne va pas vous faire aller courir en même temps. Mais la sarcopénie, elle débute dès la chimiothérapie et elle dure. Donc là, vraiment, c'est très important de la travailler. Lutter aussi contre la fatigue, ça, je vous expliquerai comment. Et voilà, maintenir l'activité physique. En général, voilà tout ce qu'on travaille en chimiothérapie. Voilà, je vous ai remis des exemples du réseau des kinés du sein, du livret RKS, que nous, on conseille en chimiothérapie. C'est des exemples, et ce n'est pas que ces exercices-là qu'il faut faire, mais nous, c'est ce qu'on aime bien. Par exemple, cet exercice-là, c'est un exercice un petit peu de squat. Un exercice où vous allez vous asseoir en contrôlant la descente. Vous allez voir, c'est pas les cuisses, et vous relevez aussi en contrôlant la remontée. Donc là, voilà, vous allez bien solliciter les muscles, vous allez bien recruter. Et ça, voilà, on vous conseille de le faire, par exemple, 5 à 10 fois par jour. Si c'est trop dur parce que vous êtes trop fatigué, par exemple, vous pouvez le faire juste quand vous vous asseyez et que vous levez tous les jours, ou le faire pas 5 à 10 fois, mais un peu moins. Vraiment, il faut s'adapter à votre forme, mais il faut travailler. Après, là, il y a d'autres exercices qui sont mentionnés, qui sont bien. Il y a des exercices là, l'exercice 2, vous voyez, c'est un exercice avec un élastique, un exercice de mobilité articulaire. L'exercice 3, c'est un exercice d'étirement.
Et on vous conseille de marcher 30 minutes par jour, au minimum. Ça, c'est dans l'idéal. C'est vrai que c'est ce qui est vraiment conseillé. Il faut éviter d'être sédentaire au maximum. Alors maintenant, je vais vous parler des objectifs de la kiné en radiothérapie. Alors, en radiothérapie, tout à l'heure, on en a parlé. Donc, notre objectif au début, vraiment, c'est par rapport à l'avant-radiothérapie, donc venir travailler au niveau de cette amplitude articulaire, de cette mobilité, le positionnement de l'épaule. Voilà, ça, c'est super important. Donc, on va travailler en amont sur cette mobilité. Une fois que vous aurez commencé la radiothérapie, les séances de kiné, elles ne s'arrêtent pas. Mais après, on va les adapter. Il y a des médecins qui, des fois, ne veulent pas trop qu'on continue, mais on fait attention parce que quand vous êtes en radiothérapie, vous pouvez avoir ce qui s'appelle un érythème, c'est-à-dire que la peau, elle peut rougir, elle peut un petit peu être sensibilisée. Donc, nous, on ne va pas venir travailler les cicatrices ou travailler la mobilité de la même façon que travailler la radiothérapie, hein, parce qu'on ne va pas rajouter la vascularisation, abîmer le nouveau, abîmer un peu plus. Donc, voilà, on va faire attention à cette zone. Mais voilà, notre objectif, c'est de maintenir les mobilités et surtout de maintenir la mobilité de l'épaule. Donc, vous aurez encore des exercices à faire, des exercices à la maison. Et aussi, nous, on travaillera tout ce qui est mobilité et douleur s'il y a. Donc, tout ce qu'il faut travailler, on continue. Et on continuera aussi après la radiothérapie parce qu'il peut y avoir de la fibrose au niveau des tissus. Hein, c'est les tissus qui sont moins élastiques, qui sont un petit peu la peau qui peut être cartonnée, des sensations pas super agréables. Et où il peut y avoir de l'œdème aussi après la radiothérapie. Et nous, après la radiothérapie, on vérifie que tout se passe bien et on agit après s'il y a n'importe quel effet secondaire. Là, je vous ai remis des petits exercices du livret. Alors, en radiothérapie, je ne l'ai pas précisé, mais on travaille toujours tout ce qu'on avait dit avant, mais on travaille l'attitude de protection du sein qui peut être majorée. On va travailler tout ce qui est exercice de posture, hein, tout ce qui est exercice d'autograndissement. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est travailler l'ouverture. Parce que la radiothérapie aussi, elle vient irradier les muscles également de la zone où vous avez la radiothérapie dans le pectoral. Ce pectoral-là, moi, je vous en parlerai souvent aussi en séance de kiné parce que c'est ce muscle-là qui va être irradié, qui va être aussi souvent trop tendu, qui va être un petit peu en position d'enroulement. Et ce muscle-là, il va avoir tendance à se rétracter. Donc, en plus, si vous avez les épaules en avant, vous protégez cette zone, ça va faire que accentuer en fait cette rétraction. Et le fait qu'il soit irradié, voilà, après, c'est un petit peu... voilà, ça peut être compliqué. Donc, nous, les exercices d'étirement au niveau du pectoral, ils seront primordiaux et je vous les enseignerai. Par exemple, je peux vous les montrer. L'exercice que je donne au début, c'est dans les premières séances pour travailler ce pectoral-là. C'est un exercice où vous allez avoir les bras en chandelier, d'accord? Vous pouvez le faire, par exemple, allongé sur votre lit ou sur un tapis. Vous pouvez le faire dos contre le mur, par exemple. Et vous allez venir pousser contre le mur. Vous allez venir le contracter, par exemple 10 secondes. Et après, vous venez relâcher. Donc là, vous commencez à le mobiliser, à l'étirer. Et ça, il va falloir le faire tout le long du parcours, mais encore plus en radiothérapie, parce qu'avec les irradiations, il va avoir un petit peu à faire. Donc voilà, comme je vous disais, la posture, c'est hyper important à travailler en radiothérapie. Donc là, ce petit exercice, il est valable aussi pour les autres traitements. C'est un exercice où il faut s'imaginer, par exemple, que vous avez un petit fil ici qui vient vous tirer vers le haut, comme si vous aviez dans un mur qui vous écrase, d'accord, que vous vouliez repousser, d'accord. Et vous respirez, vous soufflez et vous venez pousser ce mur, vous grandir au maximum et ça va être un exercice d'autograndissement, d'accord, qui va vous permettre en fait de travailler la posture et de lutter contre toutes les positions antalgiques qui vous referment sur vous-même et qui créent après des troubles de l'épaule et de tout. Maintenant, je vais vous parler de la prise en charge en hormonothérapie. Alors, en hormonothérapie, on est là aussi. En hormonothérapie, le traitement, il est souvent long. Donc, ce n'est pas dit que vous restiez pendant tous les 5 ans si vous avez 5 ans d'hormonothérapie avec le kiné, mais peut-être au début ou peut-être au milieu aussi si vous sentez que vous avez besoin du kiné. Il est là surtout pour vous aider et vous accompagner à mieux supporter les effets secondaires. C'est vrai que l'hormonothérapie, il y a des effets secondaires. Peut-être vous en avez plus ou moins.
peut en avoir ou pas, mais ils peuvent être embêtants et nous, on peut vous aider. On peut vous aider sur tout ce qui est douleur articulaire et raideur, d'accord? On peut vous aider sur la prise de poids, sur la déminéralisation osseuse, d'accord? Et là, le seul traitement, ben, c'est l'activité physique. Désolée, mesdames, mais c'est l'activité physique qui vous aidera vraiment à lutter contre toutes ces problématiques-là. Après, il faut faire attention aussi pendant cette période parce que ce n'est pas une fatalité, c'est pénible d'avoir de l'hormonothérapie. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent « Ah, ben j'ai ça, c'est l'hormonothérapie. Ah, ben j'ai ce problème, c'est l'hormonothérapie. » Il faut arriver à faire un peu un diagnostic différentiel. L'hormonothérapie, oui, ça majore. Oui, ça enraidit, oui, ça inflamme et ça nous fait vieillir un peu avant l'âge. Mais il y a d'autres douleurs qui peuvent être dues à autre chose que de l'hormonothérapie. Il y a des douleurs d'épaule qui sont peut-être dues parce que vous n'étirez pas assez votre pectoral, vous ne m'avez pas assez écouté, je vous ai dit, vous pouvez étirer toutes les semaines ou tous les jours, vous ne le faites pas. Alors, 3-4 mois après, vous venez avec une douleur d'épaule, c'est l'hormonothérapie. Ben non. Là, c'est ta mobilité, là, c'est tes étirements. Donc, on refait un petit récap, on voit. Et après, du coup, on arrive à solutionner tout ça. Donc, qu'est-ce qui aggrave ces symptômes? La prise de poids, la sédentarité et le manque d'activité physique. Alors, les raisons de consulter un kiné. Peut-être que c'est vous, comme je vous disais au début, qui allez demander des séances de kiné parce qu'on ne vous a pas prescrit ou pour X raisons. Et du coup, peut-être c'est vous qui allez voir votre médecin et qui lui dites « Bon, est-ce que je peux avoir des séances de kiné ?» Mais qu'est-ce qui va vous alerter? Vous n'allez pas les demander comme ça pour le fun. C'est des petites choses qui vous feront dire que oui, peut-être que vous avez besoin de kiné. Donc, il y a l'œdème que tout le monde connaît, je pense, parce qu'on en parle beaucoup dans le cancer du sein. Mais on fera un point tout à l'heure sur l'œdème. Si vous avez un œdème, ben, le médecin, normalement, c'est sûr, il va vous prescrire des séances de kiné pour faire du drainage lymphatique, ça c'est connu. Si vous avez un lymphocèle, alors le lymphocèle, c'est quoi? Le lymphocèle, c'est suite à la chirurgie, d'accord? Vous pouvez vous retrouver, par exemple, au niveau du crâne axillaire avec comme une pomme ou une boule, hein, c'est liquide, fait d'eau, qui vous, voilà. Vous pouvez vous retrouver avec ça. Et ça, c'est le kiné. Enfin, il faut d'abord le montrer à votre médecin qui peut-être vous indiquera du kiné, parce que nous, on peut aider. Après, on ne va pas rentrer dans le traitement du lymphocèle, parce que souvent, le médecin, il peut ponctionner ou non. Nous, on va être là pour faire des compressions ou pour drainer s'il y a besoin. Donc voilà, si vous avez, par exemple, une poche d'eau sous l'aisselle, si vous pouvez avoir un lymphocèle post-opératoire aussi au niveau du thorax, au niveau du sein, bah là, bon, je pense que c'est normal, vous irez voir le médecin et vous demanderez. C'est un petit peu, ça change de ce que vous pouvez avoir. Après, il y a les cordes axillaires. Ça, on va en faire un point dessus. Je vous montrerai. Si vous avez des douleurs, bien sûr. Si vous avez de la fibrose, donc c'est ce que je vous disais, cet effet de peau qui est cartonnée, d'accord, de peau qui ne bouge pas, qui est coulée. Ça arrive souvent après la radiothérapie. Et ça, le kiné, il sait comment faire. Il peut vous aider à lutter contre les fibroses. Ça peut être un peu douloureux, ça peut être gênant. Si vous avez des adhérences, des limitations d'épaule, je le précise, mais des fois, j'ai des patientes qui arrivent et vraiment qui ne peuvent pas, ça fait 2-3 ans qu'elles se font opérer, elles ne peuvent pas lever le bras plus haut que ça. Donc, c'est dommage. Et nous, on peut vraiment faire des choses pour ça. Des rétractions du grand pectoral, on en a parlé, un grand pectoral qui va être à étirer. Et on travaille sur les cicatrices là-dessus. Et on va en parler tout de suite. Alors, les cicatrices. Ça, c'est spécifique à la kiné. Les cicatrices, elles peuvent être de plusieurs formes. On va avoir des cicatrices qui sont rouges, qui sont trop vascularisées, ça s'appelle les cicatrices hypertrophiques. Là, ces cicatrices-là, on va les traiter d'une certaine manière. On va avoir des cicatrices fibrosées, on a parlé de la fibrose, des cicatrices qui sont adhérentes, hein, qui tirent trop, qui n'ont pas assez d'espace, et des cicatrices aussi rétractiles. Donc bon, on ne va pas détailler ça, mais c'est pour vous dire qu'une cicatrice, selon ses composantes, elle se traite différemment. D'accord? Parce qu'on vous dit bien souvent et trop souvent, et je l'entends, madame, il faut que vous massiez votre cicatrice. Vous venez faire opérer, massiez votre cicatrice. Alors, bon, masser une cicatrice, ça veut dire quoi déjà? Je ne sais pas trop. De plus, la zone à masser, c'est souvent là, au niveau du sein ou au niveau du crâne axillaire. On ne voit pas forcément, on ne sait pas déjà quoi en faire, et c'est quand même assez difficile. Et de plus, moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent je suis désolée, non, moi, je ne peux pas toucher ma cicatrice. C'est une zone, c'est hyper sensible. C'est vrai qu'une cicatrice, ça n'a pas la même texture que de la peau. De toute façon, ce ne sera jamais de la peau, une cicatrice.
C'est du tissu cicatriciel. Donc, au niveau de la sensibilité, vous ne sentirez pas comme si vous touchiez la peau. Et puis, il y en a, voilà, ça leur rappelle leur maladie. Parfois, elles sont endurées. Donc, c'est quelque chose qui, ça ne se voit pas. Il y en a pour qui, tant mieux. Il y en a pour qui, au contraire, ils la regardent beaucoup. Mais du coup, j'ai des patients qui ne veulent pas toucher leur cicatrice. C'est légitime, c'est compréhensible. Du coup, c'est pour ça que les kinés, ils sont là pour vous toucher, pour vous mobiliser la cicatrice et la traiter. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur. Nous, on va s'occuper de votre cicatrice et on s'occupera de votre cicatrice selon ses spécificités. Parce qu'on vous dit de vous masser, mais une cicatrice qui est rouge, hypertrophique, qui est un peu en dénivelé, et cette cicatrice-là, on ne la masse pas. Parce que cette cicatrice, elle est trop vascularisée, elle est inflammée. Et si on vient rajouter de la vascularisation dessus, on aggrave. D'accord. Donc, pour moi, c'est quand même les cicatrices, voilà, il faut y faire attention et nous, voilà, on sait comment faire. Après, ça nous permettra de travailler les cicatrices, de maintenir les amplitudes articulaires de l'épaule. Des fois, c'est la cicatrice qui limite la mobilité de l'épaule. Donc, des fois, en travaillant la cicatrice, et à la fin de la séance, on voit que le patient il arrive un petit peu mieux à monter son épaule. C'est pas magique, mais c'est logique. On va préparer la peau à la reconstruction. Ça, on en a déjà parlé. Et bien sûr, l'automassage, si c'est possible et si vous le voulez bien. Nous, on peut vous donner un petit peu, on peut vous dire, voilà, ce serait bien que tu t'étires, parce que c'est vrai que 2 fois par semaine, peut-être vu un peu la cicatrice comme elle est, vu qu'elle est vachement raide, vu qu'elle est vachement rétractile, vous l'étirez. Si tu veux, c'est pas grave, on le fera, mais si tu peux, nous, on vous montre et vous, à la maison, vous étirez un peu votre cicatrice. Donc, comme je disais, une cicatrice, ça restera toujours une zone de moins de souplesse. Elle doit donc être entretenue sans jamais laisser le corps se refermer sur elle à cause des attitudes souvent asthéniques. Dans le contexte du cancer du sein, ces zones sont des carrefours entre l'épaule, le creux de l'aisselle, qui font une forte capacité à s'enraidir. Voilà, la cicatrice, on la traitera, on y passera. On ne passera pas à côté. Mais il y a des cicatrices qui vont très bien et il y a des personnes qui n'ont pas on mobilise un petit peu parce qu'avec la radiothérapie, forcément, ça peut s'enraidir, la cicatrice. Ça, c'est la radiothérapie. Mais des fois, on n'a aucun problème de cicatrice. Je vous parle si il y a des soucis. La prise en charge des douleurs. Donc, les douleurs, vous pouvez en avoir. Il y en a quand même. Et vous pouvez en avoir à plusieurs endroits, à l'épaule, à la nuque, au dos, au niveau du sein, au niveau du préaxillaire. Donc, nous, on va les traiter avec tout notre bagage de kinésithérapeute. Là, vraiment, on traitera la douleur comme je traite la douleur avec quelqu'un qui vient pour une tendinite. Voilà, avec du massage, avec des étirements, avec des exercices, du renforcement. Donc, ça, on sait faire. Les douleurs, elles sont d'origine multiple, d'accord. Surtout dans le cancer du sein, c'est quand même des traitements. Il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup de choses. Donc, vous subissez quand même beaucoup de choses. Donc, il peut y avoir multiples facteurs de déclenchement de douleur. Ça peut être dû au stress, au positionnement de protection du sein. Au niveau des cicatrices, voilà, comme on parlait, s'il y a des cicatrices qui sont adhérentes, rétractiles, là, il y a des douleurs qui peuvent arriver. Il y a aussi, il peut y avoir des fibroses au niveau du passage des drains, des œdèmes. Bon, toutes ces choses-là peuvent créer des douleurs. Donc, nous, voilà, de toute façon, on vous fait un bilan. On essaye de voir au début pourquoi ces douleurs sont là. Et après, on les traite au mieux. Et toutes les actions menées par la kinésithérapie aboutissent au contrôle des douleurs. D'accord ? Et ça, c'est important. La qualité de vie ne sera pas optimale tant que les douleurs seront présentes. Ça, on le sait. Donc, du coup, si vous avez des douleurs, s'il vous plaît, allez voir votre médecin. Après, il peut aussi vous donner peut-être des antalgiques. Ça peut aider et suffire. Et s'il y a des douleurs qui sont, par exemple, dues aux cicatrices, dues à votre posture, à votre manque de musculature, parce que, comme je vous ai dit, il y a la sarcopénie qui sera là. Ça, c'est clinique. Alors là, je vais vous parler de la prise en charge des cordes axillaires. Tout à l'heure, je les ai mentionnées. Donc, ces cordes axillaires, c'est ce que vous voyez là au niveau du corps axillaire de cette dame qui s'est fait opérer. Elle a eu un curage axillaire. Et là, vous voyez là, tout le chemin. Hop, tout ici, il y a une corde. D'accord ? On peut l'appeler de beaucoup de noms. On dit corde axillaire, corde de guitare, thrombose lymphatique superficielle. Bon, bref, c'est la même chose. Et ces cordes axillaires, du coup, elles surviennent souvent après une opération du sein et elles correspondent à un durcissement des vaisseaux lymphatiques. Elles peuvent provoquer des douleurs lors de la mise en tension. En fait, ces cordes, elles peuvent ne pas vous faire mal si vous ne bougez pas votre bras. Mais bon, c'est sûr que vous allez bouger, j'espère. Et du coup, dès que vous mettez en tension, ces cordes, elles vont se réveiller, elles vont tirer.
Et quand j'ai un patient qui me dit, ben, j'ai l'impression que ça tire, je n'arrive pas à atteindre le bras, bon, moi, ça me bêtise, je sais tout de suite que c'est des cordes axillaires. Elles arrivent souvent assez rapidement après l'opération. Elles peuvent arriver très vite, mais elles peuvent partir très vite. Sauf qu'il n'y a que la kinésithérapie qui peut les traiter. Elles ne partiront pas toutes seules, ces douleurs-là. Bon. Faites pas de kiné, ben, malheureusement, ben, vous allez rester avec votre bras qui n'arrive pas bien à se tendre, ou cette flexion, cette extension du coude qui est difficile. Donc voilà, nous, on sait les traiter. C'est avec des exercices d'étirement, d'auto-étirement, de mobilité. On va faire un peu de drainage sur ces cordes. Donc, vraiment, là, le traitement, c'est la kinésithérapie. Et ça marche très bien, mais c'est juste que bon, il faut consulter. Là, maintenant, je vais vous parler de la prise en charge de l'épaule et de la mobilité. Bon, on en a un petit peu parlé, hein, je me répète un petit peu. Mais la kinésithérapie mise en place précocement après la chirurgie permet d'éviter bon nombre de troubles, comme par exemple l'installation de l'APS, et voilà, qui génère des rétractions musculaires, des raideurs et des douleurs. Nous, on va travailler aussi la souplesse du crâne axillaire, d'accord, les étirements, et relâcher les muscles grands et petits pectoraux, comme je disais, ce muscle-là qu'il faut étirer. Donc, tout ça va avoir des incidences sur votre mobilité d'épaule. Moi, l'objectif, c'est que le patient, il sorte, il arrête les soins de kiné, qu'il puisse se lever son bras comme l'autre côté. D'accord? Parce que vous pouvez reprendre votre vie comme avant. Ce n'est pas parce que vous avez eu un cancer qu'il faut se dire, ah ben c'est bon, je suis soignée, je n'ai plus le cancer. Ah ben j'ai un œdème, bon, ben, c'est comme ça, j'ai un œdème. Ah ben je n'arrive pas à lever mon bras, attraper quelque chose dans le placard. Ah non, parce que ça, on peut pallier à tout ça et on peut le travailler. Et nous, on est là pour ça, d'accord? Donc, on va travailler la mobilité d'épaule vraiment dans sa globalité. Alors, là, on va parler un peu du sujet, le lymphœdème, ce sujet que tout le monde parle. Parce que c'est vrai que, moi encore, ce n'est pas trop connu, mais je pense qu'il y a des années, l'opération du cancer du sein était tout de suite vraiment collée au lymphœdème, à ce gros bras que tout le monde parle, ou que toutes les patientes ont peur. C'est normal d'avoir peur, que c'est quelque chose. C'est rare maintenant que ça arrive parce que les chirurgies ont vraiment évolué. Maintenant, les chirurgiens, et ils font vraiment attention au niveau du curage axillaire. Ils vont pas tout enlever comme vous pouvez peut-être faire avant. Ils vont faire ça vraiment crescendo en fonction de l'évolution de votre tumeur. Donc, tout est contrôlé. Et le lymphœdème, du coup, c'est un gonflement de membre provoqué par le ralentissement ou le blocage de la circulation de la lymphe. Le lymphœdème, il peut apparaître à la suite de l'obstruction des vaisseaux ou en secondaire après, par exemple, une opération, une ablation des ganglions situés près d'une tumeur. Là, vous avez une petite photo, je vous l'ai mis quand même. Je pense que tout le monde a entendu parler du lymphodème. Et là, vous voyez, il y a plusieurs grades de lymphodème, d'accord? Et l'image, du coup, tout à droite, ben, c'est des lymphodèmes avec des stades un peu plus importants. Les lymphodèmes, ils peuvent se situer, là, je parle au niveau du cancer du sein, pour le cancer du sein. Parce qu'on peut avoir du lymphodème partout. Parce qu'on a un système lymphatique qui est présent partout dans le corps. Là, voilà, c'est spécifique au cancer du sein. Du coup, post-curage axillaire ou post-chirurgie, le lymphœdème, il peut se situer au niveau du bras. D'accord? Des fois, il y a des patients qui l'ont qu'au niveau de la main. Il peut se situer au niveau du sein aussi, d'accord? Au niveau un petit peu du thorax. Donc, il y a plusieurs endroits et nous, on est très vigilants. Hein, on connaît les facteurs de risque, on connaît les signes un peu d'alerte. Et du coup, s'il y a un lymphœdème avéré, on envoie chez le médecin. Et le médecin, après, il va y avoir toute une méthode thérapeutique qui va suivre. Ça, on sait prendre. Et je voulais parler aussi parce que, en vrai, le lymphœdème, on pourrait faire une conférence sur le lymphœdème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, là, on n'a pas le temps. Et du coup, il y a une association qui est très bien pour celles qui ont des questions ou qui ont des problèmes de lymphœdème. Je vous incite vraiment à aller voir. Ça s'appelle AVLM, c'est Vivre mieux le lymphœdème. Du coup, vous pouvez les trouver sur Internet. C'est un site qui a été créé pour les patients qui sont victimes de lymphœdème. Même les patients qui veulent se renseigner, hein, si vous avez le droit. Mais du coup, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi vous renseigner sur ces sites qui sont fiables et qui vous permettent de répondre beaucoup à vos questions. Alors, comment traiter ce lymphœdème? Comme je vous disais, le kiné il va mettre en place un traitement. Hein, ça peut être un traitement déconjonctif intensif, un TDI. C'est là, voilà, on met vraiment toute
toutes les chances de votre côté pour essayer de limiter ce lymphœdème. D'accord? On ne sait pas pourquoi encore. À certaines personnes, ça va arriver. On ne sait pas pourquoi. Il y a des personnes chez qui on arrive à très bien le stabiliser. D'autres, c'est plus long, c'est plus difficile. On connaît les facteurs de risque, bien sûr, mais en fait, d'une patiente à l'autre, c'est différent. Du coup, nous, on s'adapte. Nous, on peut faire du drainage lymphatique manuel sur ce lymphœdème, voilà, pour le stabiliser, pour le réduire. On peut faire tout ce qui est mobilisation aussi autour du lymphœdème. On vient mobiliser toutes les zones autour. C'est très important. Il y a des kinés qui font de la pressothérapie aussi en aide au traitement. Après, il y a toute une prise en charge médicale qui est mise. Enfin, vous serez bien pris en charge. Et puis, vous allez avoir des manches compressifs si vous avez besoin, des vêtements mobilisateurs, des bandages. Le kiné, il peut vous faire des bandages, même vous apprendre à vous faire des bandages. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire sur les œdèmes. Ne vous inquiétez pas. Alors là, on va passer un petit peu aux recommandations et conseils. Et on va commencer par toutes ces idées reçues dont je vous parlais au début. Par rapport, par exemple, au drainage lymphatique. C'est vrai que le drainage lymphatique, avant, c'était systématiquement prescrit après un curage axillaire. On pensait que le drainage lymphatique, ça pouvait prévenir le lymphœdème. Lors d'aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'on peut je peux vous faire du drainage lymphatique pendant 5 ans. Si vous devez avoir un œdème, vous aurez un œdème. Ça ne va pas prévenir votre lymphœdème. Par contre, si vous commencez à avoir un œdème, ben là, bien sûr que nous, on va vous faire du drainage. Donc voilà, ça c'est quand même une grosse idée que je tiens à souligner parce que c'est quelque chose qui reste encore dans les mœurs et qu'il faut changer. Il y a aussi d'autres idées reçues dont je vais vous parler. C'est par exemple, vous faites opérer par exemple à droite et on vous dit il ne faut plus que tu fasses des prises de sang à droite. Tu ne peux plus prendre l'avion par rapport à la pression. Ou la pression artérielle au niveau du bras droit, c'est interdit. Toutes ces choses-là qui pourraient peut-être vous déclencher un lymphœdème. Alors, ce que je vais vous dire, oui, vous pouvez le faire, c'est pas interdit, mais il faut faire attention à ce bras. Il est plus susceptible d'être fragile, d'accord, il y a eu une opération, il y a eu des ganglions qui ont pu être enlevés, donc forcément, la circulation lymphatique, elle peut être plus lente, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre bras. Avec ce bras-là, vous allez pouvoir faire de l'activité physique. Vous allez pouvoir porter avec ce bras-là. Bien sûr, on vous dit au début, il ne faut pas porter. Alors, pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'il y a les sutures, il y a l'opération. C'est vrai que pendant 3 semaines, vous êtes en train de cicatriser et vous n'allez pas aller porter ou faire de l'escalade. D'accord? Parce qu'il peut y avoir un risque. Et si après, votre kiné, il vous prépare, il vous renforce, vous pourrez porter. On vous dit souvent, ne porte pas un pack d'eau. Alors, moi non plus, si je ne fais pas un peu de sport et si je ne m'entraîne pas, une épaule de femme, elle n'est pas faite pour porter un sac d'eau si elle n'est pas entraînée. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir le faire et ce n'est pas parce que vous faites ce que vous allez faire cette activité-là que vous allez avoir un lymphœdème. C'est juste qu'il faut faire plus attention à ce membre. C'est-à-dire, je m'explique, si vous faites du jardinage, je sais qu'ici beaucoup de gens font du jardinage, mais il faut faire attention. Vous mettez des gants, s'il y a des ronces, vous faites attention parce que si vous vous piquez, par exemple, et que ça s'infecte, oui, là, ça peut favoriser un lymphœdème. Ou là, ça peut même être problématique. Il peut y avoir des risques infectieux si vous avez des lymphœdèmes. Si vous faites un érysipèle sur un lymphœdème, c'est pas jojo. Mais bon, tout ça, ne vous inquiétez pas, vous serez bien pris en charge et bien encadré. Donc voilà. Donc il faut faire attention, mais vous pourrez tout faire avec ce bras. D'accord? Alors forcément, une prise de sang, mais vous allez peut-être la faire à gauche parce que bon, un peu. De toute façon, vous aurez toujours cette appréhension, je ne pourrai pas vous l'enlever, donc vous allez préférer dire au médecin un pipi de l'autre côté. Je le sais. Mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça reste quand même une porte d'entrée. Par exemple, je ne sais pourquoi, il y a un petit germe qui est là et qui vient sur le bras, bon, c'est bête. Donc voilà, mais c'est juste pour bien vous faire comprendre qu'avec ce bras-là, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et vous avez un œdème, après, vous allez adapter les choses, mais même avec de l'œdème, vous allez pouvoir baisser, il faudra bouger sur. Voilà, donc l'important, c'est que le kiné, voilà, il connaît ses premiers signes et qu'il sache, vous indiquer après un médecin s'il y a une problématique. Juste qu'on sait, et ça c'est avéré, c'est important de savoir les facteurs de risque. Le gros facteur de risque à avoir un lymphœdème, c'est la prise de poids. D'accord? On sait qu'un œdème, il peut être graisseux, il peut s'engraisser. Donc la prise de poids, les femmes qui prennent beaucoup de poids, et ça, on ne vous accuse pas, on ne vous fait pas la morale, mais parce qu'avec les traitements, comme on disait, la chimiothérapie ou toutes ces choses-là,
il y a une fonte de masse musculaire. Forcément, mais il y a peut-être un peu de laisser-aller, il y a peut-être moins d'activité physique qui est mise en place. Et du coup, bah, vous pouvez prendre du poids, puis même moralement, c'est difficile. Hein, tout le monde, quand on n'est pas très bien, moi personnellement, je vais manger du chocolat. Donc voilà, donc la prise de poids, elle peut être là, d'accord? Mais il faut savoir que c'est un facteur de risque au lymphodème. Si vous prenez du poids, vous augmentez les risques d'avoir un lymphodème et du coup d'avoir des petits soucis. Donc c'est vraiment important parce que le lymphodème, il faut savoir, c'est quelque chose de chronique, d'accord? Ça, c'est au bout de 2 ans, si on vous détecte, voilà, on vous dit que vous avez un lymphodème avéré, c'est quelque chose que vous aurez. Après, nous, on va tout mettre en place pour le réduire. Je vais faire une petite parenthèse sur lymphodème, c'est dur. Mais du coup, c'est chronique. C'est pas en 10 séances que le kiné il va vous faire le drainage et vous dire bah, c'est bon, vous rentrez chez vous. Donc, il faudra quand même un peu faire des séances de kiné. Mais du coup, voilà, c'est super important de le prendre en charge parce que c'est pas grave, hein, c'est pas vital. Hein, vous n'allez pas avoir de gros problèmes de santé parce que vous avez un lymphodème, mais c'est handicapant. C'est déjà au niveau physique, c'est pas très joli. Ça peut être lourd, ça peut être handicapant sur la mobilité de l'école. Hein, vous allez peut-être des fois même devoir changer votre garde-robe parce que vous ne rentrez plus dans vos habits à cause de ça. Donc voilà, j'insiste sur le fait que la prise en charge du lymphodème, elle est très importante. Et maintenant, on vient au meilleur. L'activité physique. Alors, l'activité physique, on va en parler. Le kiné, c'est un peu un éducateur sportif, pardon. J'ai mis ça entre parenthèses parce que ça fait partie aussi de notre prise en charge. Nous, on va être là quand vous aurez tous les traitements seront finis ou même au début, on va mettre en place des exercices, mais après, ça va s'intensifier. Hein. On va pouvoir répondre à vos questions et on va vous préparer, bien sûr, à l'activité physique et on va vous conseiller les bons gestes. Alors, l'activité physique, il y a 3 sortes d'activités physiques. Il y a l'activité physique endurante, l'assouplissante et la musculante. Et ce qui est conseillé, d'accord, et ça, c'est valable pour tout le monde, c'est pas que pour les personnes qui ont un cancer du sein. Donc, c'est de marcher tous les jours au moins 30 minutes, d'avoir une routine d'assouplissement 1 à 2 fois par semaine et des efforts musculants 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est dans l'idéal. Voilà, c'est ce qui vraiment est conseillé et ce qui va permettre, je vous ai mis des petits pourcentages qui peuvent vous motiver. L'activité physique va permettre une diminution de la rechute de 24%, une diminution de la mortalité liée au cancer de 33%, c'est quand même pas négligeable, et aussi une diminution de la mortalité générale de 41%. Donc, ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit faire de l'activité physique pour bien vieillir, pour être en bonne santé. Et comme je vous le ressasse, quand vous avez eu un cancer, eh bien, c'est encore plus important de vous mettre à l'activité physique pour lutter contre tous ces effets secondaires. Donc, sport et activité physique, la différence. Là, c'est pareil. C'est comme quand on vous dit, il faut masser votre cicatrice, on vous dit, ben, madame, il faut faire de l'activité physique. Alors, celui qui a jamais fait de sport, il va dire, c'est bien beau, mais moi, je ne sais pas ce que c'est l'activité physique. Me mettre au sport, j'en ai jamais fait. Donc, en fait, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs sortes d'activités physiques et que tout le monde en fait un petit peu tous les jours. D'accord ? Il y a l'activité physique, c'est les déplacements. C'est quand vous allez d'un point A à un point B, donc vous sortez, vous baladez, par exemple. Et ça, vous en faites tous les jours. Et plus vous allez marcher, mieux ce sera. Et l'activité physique domestique, ça, c'est par exemple quand vous êtes à la maison, vous faites le jardinage, vous faites le ménage, ces choses-là. Ça, pour les continuer, ça vous prépare à retrouver une bonne condition physique. Il y a les loisirs aussi. Bon, voilà, c'est par exemple aller sortir votre chien ou je ne sais quoi faire. Là, vous faites de l'activité physique, vous bougez. Il y a l'activité physique aussi professionnelle. Alors là, ça dépend des métiers que vous faites. Moi, par exemple, mon activité physique, elle est assez dynamique. Je la catégorise là-dedans parce que je suis souvent debout, je marche. Et je sais, j'ai pas mal de patientes aussi qui passent beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Alors, pour ces personnes-là, il est conseillé de se lever au moins 1 fois dans l'heure, d'accord, pour pallier à tout ça et pour venir étirer, pour venir travailler votre activité physique. Ça, c'est valable pour tout le monde. Et enfin, il y a le sport. Moi, je ne vous présente pas le sport, tout le monde connaît le sport. Et ça fait partie des activités physiques. Donc, l'idéal, voilà, c'est de mixer un petit peu toutes ces activités physiques. Forcément, à un moment donné, il y aura un peu de sport qui sera conseillé. Il faudra que vous trouviez, vous, le sport qui vous convient et qui soit adapté. Ça, je vais vous en parler. Donc, il faut faire, en gros, un cocktail d'endurance, de musculation et d'assouplissement. Là, je vais détailler. L'activité physique endurante. L'activité physique endurante. On vous dit, le médecin vous dit par exemple, il faut que vous fassiez de l'endurance.
l'appareil. Qu'est-ce que c'est l'endurance? Par exemple, je vais vous donner un exemple. La marche, c'est de l'endurance. Mais on va vous dire, là, je vais pouvoir dire, oui, là, vous êtes en endurance. Si vous marchez, vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas chanter. Si vous pouvez parler, mais que si vous commencez à chanter, vous êtes essoufflé, là, vous commencez à faire de l'endurance. Après, voilà, ce sera en fonction de vos capacités. Si c'est difficile, vous allez le faire lentement, c'est pas grave. Vous le ferez en fractionné. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Mais il faut que vous fassiez l'activité endurante. Et ça, c'est conseillé de le faire 150 minutes par semaine. D'accord? Donc, c'est pas mal. Et après, on vous conseille aussi de faire de l'activité un peu plus intense, par exemple 75 minutes par semaine. Et si vous en faites, vous pouvez peut-être diminuer les 150 minutes que vous deviez faire d'activité endurante. Voilà, si vous faites par exemple du vélo, de la natation ou de la course à pied, ça vous réduit un petit peu votre activité endurante. Donc voilà, un mélange des deux, c'est vraiment le mieux. Après, vous avez l'activité musclante. Alors là, vous allez me dire, encore une fois, c'est une idée reçue. Ah bon, moi, je peux soulever des haltères, j'ai le droit. Oui. Mais vous pouvez soulever des haltères à condition que vous ayez vu un kiné, à condition qu'il vous ait remusclé, d'accord, ce kiné, qu'il vous ait remis en condition, vous ayez retrouvé la mobilité de l'épaule, parce que forcément, si vous ne pouvez pas bouger l'épaule au-dessus de 90 degrés, ce sera plus difficile. Et vous allez pouvoir travailler avec des élastiques, travailler avec des poids. Mais tout ça, c'est de manière progressive. Le maître mot, c'est la progression, d'accord. Je ne vais pas vous donner une haltère pendant la chimiothérapie ou tout au début, mais vous l'aurez à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, c'est vraiment en progression avec des résistances, avec aussi le poids du corps. Enfin, nous, on s'adapte vraiment aux patients et à leurs capacités. Vous pouvez faire du rameur, du vélo, en fait, tous les sports, je ne vais pas tous les lister, mais des sports qui viennent muscler vraiment votre corps, d'accord. Les séances de kiné, elles vont vous préparer et elles vont préparer votre muscle. Il n'y a pas de limite de charge à partir du moment que vous aurez entraîné progressivement. Et enfin, l'activité assouplissante. Donc là, c'est pareil, souvent on vous dit, il faut faire du yoga, il faut faire du pilates, c'est ce qui revient le plus. C'est vrai que c'est génial comme sport, moi j'aime beaucoup, mais il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le pilates et le yoga. On peut, on a le droit, même si c'est très à la mode, mais du coup, il y a d'autres exercices. Nous, on peut vous donner un petit peu une routine de gym que vous faites à la maison, des étirements, voilà, pour étirer les grands groupes musculaires, du stretching. Et si vraiment tout ça, ça ne vous intéresse pas trop, vous pouvez mettre en place des petites routines à faire à la maison. Par exemple, le matin en vous levant, vous étirez par exemple tout le dos. Nous, les kinés, on peut vous montrer des exercices. On peut aussi vous faire une petite routine le soir. Allez, on s'étire le grand pectoral. Tiens, ça résonne dans ma tête. Ma kiné m'en a parlé, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas étiré, je vais l'étirer. Donc voilà, là, c'est vraiment, on va mettre en place des méthodes qui vont vous aider. Si vous travaillez, je reviens par exemple derrière un ordinateur, et là, d'autant plus, il va falloir se déplisser et travailler ses articulations et ses étirements. Donc tout ça, voilà, c'est important de faire aussi de l'activité assouplissante. Et du coup, vous allez me dire, je fais quel sport? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire tous les sports plus ou moins. À partir dès le diagnostic, mais ça, voilà, ce sera vraiment adapté le plus vite possible pour limiter les effets secondaires dont on a parlé des traitements, pour éviter le déconditionnement et cette fameuse sarcopénie. Et dès que le geste que vous voulez réaliser est faisable sans risque et sans douleur. D'accord? Par exemple, moi, j'ai des personnes qui me disent, je veux refaire de la danse, mais il faut que j'arrive à lever mon bras jusqu'ici. Je ne vais pas leur dire, non, tu ne vas pas refaire de danse jusqu'à ce que tu lèves ton bras. Je vais dire, OK, tu peux reprendre, mais par contre, tu vas faire en fonction, tu vas t'arrêter avant d'avoir mal. Et après, vraiment, on va venir travailler pour que tu arrives à retrouver toute cette amplitude. Il y a certains sports quand même qui sont plus préconisés que d'autres. Tous les sports d'ouverture, ils sont quand même un peu plus conseillés parce que ça va permettre de vous étirer. Mais si vous voulez faire de la boxe, si vous voulez faire du VAA, c'est très bien. C'est juste qu'après, nous, on va vous sensibiliser sur ça. Après ces sports-là, il faudra que vous vous étiriez, d'autant plus. D'accord. Le VAA, c'est très bien. J'ai pris un peu les sports d'ici, le VAA et la danse. Mais du coup, le VAA, c'est bien parce que vous allez travailler en bilatéral. Encore une fois, j'ai souvent des patientes qui me disent je me suis fait opérer à droite, du coup, j'utilise que mon bras gauche. Je fais les gros yeux. Non, en fait, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser l'autre bras. Et c'est surtout que, en fait, ça va créer des troubles au niveau de l'autre épaule. On n'est pas fait pour utiliser plus un membre que l'autre, d'accord? Si vous sollicitez, et c'est normal, c'est légitime que vous ayez peur et après, c'est inconscient. Vous allez utiliser plus votre autre membre, mais vous pouvez vous créer des tendinites, des troubles
plein de choses qui font que faut vraiment réadapter l'autre épaule. N'ayez crainte, mais il sera de le faire de manière adaptée et vous guider. Ok, limite et difficultés. Voilà, tout ce que je vous ai dit, c'est très beau, c'est tout rose, c'est tout beau. Mais je le comprends et on le fait, il y a des limites, il y a des difficultés. On les connaît, voilà, il y a la fatigue dont vous parlez tout à l'heure. La fatigue, physiologiquement, en fait, quand vous avez un cancer, vous allez sécréter ça s'appelle des myokines, des cytokines, pardon. Et ça, en fait, ça va vous fatiguer. Hein, ça va fatiguer au niveau des muscles, ça va fatiguer le cerveau, ça va être vraiment une fatigue extrême. Et en fait, on sait que le fait de mobiliser et de faire de l'activité physique, ça va combattre ces mauvaises cytokines et ça va produire des bonnes cytokines. Donc, encore une fois, pour lutter contre la fatigue, et c'est paradoxal, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'aller marcher, mais pour lutter en fait contre ces mauvaises cytokines, il faut faire du sport, il faut faire par exemple de l'activité physique, pas forcément du sport. Et ça va vous produire voilà, des myokines. Et tout ça, ça va vous aider, ça va lutter contre cette fatigue. Il faut en faire jusqu'à que vraiment vous créez cette petite dépendance. Voilà, c'est des petites astuces que je vous dis. Vous prouvez que réellement, c'est pas je vous dis ça pour vous passer de l'activité physique, pour faire de l'activité physique. C'est vraiment au niveau du corps, il y a des choses qui se passent et c'est prouvé. Les douleurs, voilà, les douleurs, ça peut être un frein, les raideurs aussi, la fonte musculaire, l'appréhension et les peurs, ça c'est normal. Mais bon, voilà, nous, encore une fois, on est là pour vous accompagner. Voilà, les soins de support sont là pour vous accompagner. J'ai mis le petit logo des Amazones, parce que les Amazones aussi vont vous accompagner. Vous avez des cours de pilates ici. Julie fait des cours de pilates, Sophie des cours de yoga. Il y a aussi les APA, hein, aide physique adaptée, qui vous aident, qui font ces choses-là de manière adaptée. Donc voilà, il y a plein de choses pour lutter contre ces limites et difficultés qui, nous savons qu'elles sont présentes, mais nous essayons voilà, de trouver des choses pour vous aider. Et le repos dans tout ça, donc je fais une petite parenthèse sur ça. Bien sûr, je ne fais que vous rabâcher qu'il faut faire l'activité physique et j'espère que vous avez compris pourquoi. J'essaie de vous l'expliquer tout au long de la conférence. Mais bien sûr que vous pouvez vous reposer. Hein. La suite immédiate du chimio le lendemain, mais si vous n'allez pas marcher, je ne vous en voudrais pas. Le surlendemain peut-être. Non, et je ne vous en voudrais pas. Si vous êtes en aplasie, en fatigue extrême, si vous avez de la fièvre, ou même si votre lymphœdème est trop important, ou que les cicatrices, bien sûr, elles sont pas encore refermées. Bien sûr que là, l'activité physique, on va la faire de manière adaptée. Vous avez le droit de vous reposer. D'accord? Le kiné vous aidera à reprendre l'activité physique le plus vite possible, mais tout ça de manière vraiment adaptée, ne vous inquiétez pas. Alors, la petite conclusion, alors je vous refais un petit récap de pourquoi il est important d'aller voir un kiné en scénologie. Alors que ce soit pour tout ce qu'on a dit, pour lutter contre les douleurs, pour vous assouplir, pour vous muscler, pour vous renforcer votre posture, vous s'occuper de vos cicatrices, drainer si des œdèmes apparaissent, le kinésithérapeute est l'artisan de la remise en mouvement de votre corps. Toutes les femmes traitées par un cancer devraient avoir des séances de kiné, que ce soit quelques séances ou sur un long terme, mais ça devrait être systématique. La fonction du kinésithérapeute ne serait pas complète sans mentionner son rôle dans l'écoute de cette femme, sujette aux doutes, aux craintes et aux questionnements sur son avenir physique. Ce professionnel de santé saura lui apporter les réponses pertinentes, le rééducateur dépassant alors le sujet du corporel pour soutenir le mental. Il est préférable quand même d'aller voir, mesdames, un kiné qui est spécialisé et qui a fait des formations après son cursus professionnel. Parce que c'est vrai que voilà, on fait 4 ans d'études, on voit beaucoup de la globalité, il y a certains points où on ne s'arrête pas trop. Alors bien sûr, sur tout ce qui est cicatrice ou renforcement musculaire, donc ça, on a les bases, on sait comment faire. Et la scénologie, c'est quand même spécifique. Et nous, après notre cursus, on s'oriente en fonction de ce qu'on veut faire. Et on a toutes sortes de formations. Et la scénologie, il y a un grand panel d'informations, de formations, pardon. Et voilà, donc si vous allez voir un kiné, demandez-lui s'il a l'habitude de prendre en charge les suites du cancer du sein ou pendant les traitements. S'il n'a pas fait des formations, bon, n'en voulez pas, c'est pas pour autant que je dis qu'il ne faut pas y aller, mais il faut quand même peut-être poser la question, parce que vous serez quand même, je pense que vous serez mieux pris en charge chez un kiné qui connaît la pathologie, qui connaît les effets secondaires, les reconstructions possibles, les chirurgies. Voilà, ça c'est un petit conseil, après vous en faites ce que vous voulez.
Et malheureusement, voilà, je finirai sur ça. La spécialité, comme je vous disais, elle est trop peu connue et prescrite. Donc, moi, je vous demande, et j'espère que ça vous aura convaincu, d'en parler à vos amis, d'en parler aussi à vos médecins, à vos pharmaciens, à qui vous voulez, mais de sensibiliser les gens sur cette prise en charge. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. De rien. Merci. Donc maintenant, si vous voulez, alors s'il y a des patientes qui veulent témoigner peut-être de leur expérience en kiné, elles peuvent le faire. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je suis allée un peu vite, je pense, peut-être c'est le stress. Mais du coup, n'hésitez pas. Si je peux vous répondre, je ne sais pas tout sur tout, mais je ferai un plaisir de répondre. Le seul truc que je vais te confier lors de ma maladie, c'est que l'oncologue ne m'a pas prescrit de syndiquer. Ça, je n'ai pas compris. Vous appelez le temps que vous avez j'ai supplié au médecin de me prescrire, j'ai fait énormément. J'arrivais même plus à lever mes dents parce que je n'arrivais pas à lever, je souffrais de tout là. Et c'est la connaissance de génie. Et là, j'arrive à me lancer. Voilà. Oui. Mais comme je le disais, ben voilà, bon, des fois, ben, avec tout ce traitement qui est lourd, ben, on passe un petit peu en second plan. Donc, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que je le redis que ben, c'est important. C'est à nous aussi, hein, thérapeutes, ben, d'aller voir les médecins. Moi, j'ai commencé à aller voir les médecins, aller à l'hôpital, me faire connaître. Je suis venue aux Amazones qui m'ont très bien accueillie. Je fais cette conférence. De suite, on m'a dit, ben, si tu veux, Jenna, est-ce que ça te dit? Pour moi, vous l'avez vu, peut-être, je suis pas très à l'aise à parler à l'oral. Mais du coup, ben, je l'ai quand même fait parce que je trouve que oui, c'est super important de véhiculer tous ces messages. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut être positif et se dire que ça peut que améliorer cette information. Et puis petit à petit, si les patients, si toi, Georgette, tu vas voir ton médecin, tu lui expliques tout ça. Il n'y a pas de raison qu'après, s'il a oublié une fois de te prescrire, je crois qu'il faut que tu ailles aussi voir surtout les chirurgiens. Oui. Parce qu'il y en a, puisque l'oncologue, comme tu dis, il y a tellement de choses que. C'est compliqué de dire, voilà, la kiné, désolée, hein, malgré le posé que tu nous as fait, et surtout en post-opératoire. Moi, j'ai le vécu de 2 chirurgiens, un qui m'a dit non, ça ne sert à rien, pas te faire de peine, mais bon, voilà. Ah non, mais bon. Et la deuxième, c'était, c'est trop tôt, donc toi, tu préconises à la cicatrisation au bout de 2-3 semaines ou en post-op? Oui. Voilà, en post-op, à 3 semaines, nous, on peut intervenir les kinés, mais c'est surtout le point qui est aussi important, mais c'est bien. Il faut savoir que si tu viens me voir un petit peu avant ou après, si ton médecin te fait passer un petit livret avec ça, tu peux le faire à ce moment-là. Vers 3 semaines, déjà, on aura fait du chemin, hein, on ne débutera pas à zéro. Donc oui, c'est 3 semaines que la prise en charge kiné peut commencer. Après, si tu voyais déjà un kiné parce que tu avais fait, par exemple, une chimio néoadjuvante et que tu avais des effets secondaires, on peut déjà se connaître, mais sinon, tu vois ton kiné et là, il te dit, tu pourras faire ça le lendemain de ton opération. Alors, tu dis, attention, tu ne vas pas pouvoir lever le bras là, tu pourras commencer à mobiliser tes épaules, donc on gagne du temps. Si ça sert à quelque chose. Oui. Non, mais je suis convaincue. Mais bon, oui, malheureusement, voilà, mais je pense qu'on peut faire changer les choses. Et voilà, il faut prouver, il faut expliquer, il faut montrer pourquoi. Maintenant, il y a des études qui se font. Le réseau des kinés du sein, il est très actif en France. Bon, il est encore en développement, mais il y a beaucoup de choses, énormément de choses qui se font sur le cancer du sein et la rééducation. Il y a des études. Donc, alors d'aujourd'hui, non, moi, ça me fait pas oui, d'entendre ce que tu dis. Mais moi, je suis prête à rencontrer les médecins et leur expliquer de A plus B pourquoi. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne prescrivent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant ou ils ne savent pas. On me dit souvent, et ça arrive quand des fois je parle à des amis ou des gens que je ne connais pas, de mon métier, de kiné, je dis, bon, voilà, moi je me suis spécialisée dans le cancer du sein. Tous les gens, même des fois des gens dans le médical, me disent, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais en fait? Je ne vois pas. Et quand je leur explique, ils me disent, ah ouais, il y a tout ça. Donc, en fait, je pense aussi c'est l'information, c'est qu'on n'est pas au courant de tout ce qu'on peut faire. Et voilà, il faut sensibiliser. Et vous ne pouvez pas faire des autoprescriptions? Et non.
Je peux pas prescrire. Je peux pas prescrire ça, les kinés, ils l'ont pas encore. En France, ça a commencé, mais je suis pas sûre que dans la rééducation du métropole, pardon, je suis pas sûre qu'ils suivent. Par contre, je peux aller voir les médecins qui me connaissent et qui, après, aller voir aussi, je sais qu'il y a une infirmière coordinatrice à l'hôpital, il faut absolument que j'aille la voir, c'est elle qui a un peu son rôle du coup, de dire qui c'est qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'il faut faire, les rendez-vous. Et c'est vrai que si elle sensibilise et qu'elle dit, bon, ben là, voilà, il va falloir que tu ailles voir un kiné quand même, sans forcément me mentionner. Hein, moi, c'est de l'information. Mais dire, tu peux aller voir un kiné. Si elle a une liste un petit peu de kinés qui font ça, eh ben, elle le donne. Après, les gens feront en fonction de leurs envies, en fonction de leur localisation. Et là, je pense que oui, ça, c'est un travail et c'est à moi de le faire. Moi, je pense que l'infirmière de coordination, elle te dit tellement des trucs comme ça, que la kiné, et en plus, tu ressors, tu n'as pas d'ordonnance. Je peux te dire que je ne pense pas que ce soit le truc le plus impactant. Mais allez voir les médecins qui prescrivent. Voilà, parce que moi, j'ai demandé une ordonnance et on m'a dit que ça ne sert à rien. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste en lui disant je viens pour l'ordonnance, si tu veux. Donc, voilà, faire comprendre. Oui, c'est regrettable. Surtout un chirurgien de l'hôpital et de la clinique et des cliniques, voilà, les bénéfices. Donc, j'en suis personnellement convaincue. D'accord. J'ai juste une question sur le lymphodème. Oui. J'ai une idée reçue comme quoi ça peut survenir des années après la chirurgie, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien que, après, il n'y a pas trop de règles. Bon, après, je crois de souvenir que si dans les 5 ans, il n'y a pas un lymphodème avéré, il y a beaucoup moins de risques que ça survienne. Mais oui, ça peut arriver. Après, voilà, surtout quand même au début, il faut faire attention. Ça, oui, ça peut arriver plus tard. Bon, voilà, il ne faut pas se fixer et vraiment voir que par ça, mais c'est important de connaître les facteurs de risque, dont la prise de poids surtout. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Hein. Là, vous allez vraiment vous éviter. Il y a d'autres questions? Sur le lymphodème, il devrait y en avoir. Oui. Puisqu'il y a des escalades thérapeutiques. Oui, voilà. On opère de moins en moins large. Et sur les curages embryonnaires, on traite un ganglion. C'est ça, avec les ganglions sentinelles, voilà. Comme je disais, avant, on avait peur, mais parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup. Que tous les facteurs de risque sont à la baisse. Quoi. Un ganglion sentinelle, c'est pas comme un curage activé. Oui. Oui, mais je veux dire par là que oui, il y en a quand même de moins en moins. Mais je crois que c'est curage axillaire, il y avait 1% quand même de risque d'avoir. Il en reste, hein. Mais par rapport à avant, parce qu'avant, on était toujours sur la peur du lymphodème, les opérations, elles étaient quand même beaucoup plus délétères. Voilà, c'est dire, il y avait beaucoup plus de lymphodème. Ça reste moins présent. Après, s'il est là et que c'est pris en charge rapidement, il y a de moins d'implications. C'est ça que là, la kiné, là, je ne suis pas sûre que le médecin t'aurait dit non, fais pas de drainage lymphatique pour un œdème. Là, ça non, je ne fais pas de lymphodème. Donc, voilà. Et tu travailles où alors? Là, du coup, alors là, je suis en train de changer, mais je serai à la clinique Mamao dans le cabinet médical. Peu remplaçant, tu seras installée là. Voilà. On a la carte, tu gardes le même numéro de téléphone. Oui. Voilà, donc on a les cartes de Jella ici. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres kinés sur Tahiti qui sont spécialisés, peut-être pas du réseau RKS? Alors, RKS, je pense pas, parce que l'RKS, c'est vraiment... RKS, je pense qu'il y a la seule à faire partie du RKS, mais d'autres kinés qui font des rééducations du cancer du sein, oui, il y en a. Alors après, je ne saurais pas dire s'ils ont fait conformation ou pas, mais je sais que la prise en charge, elle a d'autres aussi. Ouais. Vous pouvez faire un mail et les lister si possible en fonction de localisation. Et si après, il y a des kinés qui prennent en charge, heureusement. Bon, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure. Il faut parler entre nous de les kinés. Je ne savais pas que ça existait. La kiné de cancer de thyroïde. Oui, il faut en parler. On te dit tu vas faire des séances de kiné. Donc, tu regardes où tu habites, et c'est le kiné qui sont dans un et puis tu vas aller voir. C'est ça. Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est bien si vous
je ne sais pas où vous habitez, mais c'est vrai que si vous êtes, par exemple, à la presqu'île, vous n'allez peut-être pas forcément venir à Papeete. Donc, il y a les kinés autour de vous. Vous pouvez leur demander s'ils ont l'habitude de prendre en charge cette pathologie-là, s'ils sont un peu renseignés, et puis vous allez voir. Il y en a, je pense, qui sont quand même, qui vont vous dire non, attention, moi, je ne sais pas trop faire, je peux quand même te prendre, je ferai ce que je peux. Et après. Quand c'est déjà au début, à l'entrée, quand on va à l'hôpital, la chimio, elle a présenté, dire aux malades que ça existe, un kiné. Donc, c'est. Après, on va faire notre chimio, on va faire la radiothérapie, puis on sort de là, on est dans l'inconnu. Tu as mal au petit, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Oui, non, mais je comprends, oui, c'est là vraiment notre rôle d'aller parler. Non, mais j'en ai conscience et là, je vais y atteler, ça c'est sûr. Et après, voilà, après, c'est aussi un travail d'équipe. Moi, je veux bien jouer le jeu, mais si ça ne joue pas le jeu, ça va être compliqué. Mais encore une fois, je disais, je ne vois pas la raison pour laquelle, si je leur explique, je vais déjà leur envoyer là, le petit lien du replay d'aujourd'hui, comme ça ils peuvent regarder. Déjà, ils voient que je suis impliquée, que je reste ici. Il y a aussi, bon, je suis d'accord avec toi, Eliane, ça manque d'informations. Mais après, ici, aussi en Polynésie, elle fait qu'il y ait. C'est pas une excuse, hein, mais qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Donc, c'est vrai que pour se créer vraiment un réseau, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis en Polynésie. Je suis rentrée un peu en métropole, là, ça fait presque 1 an que je suis revenue, je suis allée faire en France mes formations parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et du coup, maintenant, voilà, je sais que je reste, donc voilà, je vais tout faire pour. J'ai plus trop envie d'entendre ça ne sert à rien ou je n'ai pas eu de séance de kiné. Mais voilà, après, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'il me manque encore vraiment. Je ne suis pas peut-être assez allée voir les médecins, je me suis présentée, mais je ne suis pas allée peut-être jusqu'au bout. Là, je sais que maintenant, je suis motivée, je vais le faire. Et normalement, ça devrait aller. Il y a suffisamment d'arguments pour que la prescription soit systématique. Oui, mais il faut du temps aussi. Et du parcours. Oui, après là, vous avez systématique. Mais même en métropole, elle n'est pas systématique. J'ai des copines qui ont eu de mastectomie, tout ça, curage, et qui n'ont pas eu de. Je suis d'accord avec toi. Hein, ordonnance de kiné, et je te parle de Paris. Hein, moi, j'ai des collègues aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est affolant. Peut-être faire une petite vidéo sur l'oncologue, parce que l'oncologue, il n'a jamais le temps. On pose des questions, il n'a pas le temps. Alors, expliquer ça. Mais au moins, tu peux dire, voilà, il existe ça. Il y a une petite vidéo explicative. Oui, j'avais fait des mails, là, j'ai rédigé parce que c'est vrai qu'aller les voir en perso, comme ils n'ont pas beaucoup de temps et tout, donc je ne peux pas leur en vouloir. Et puis c'est délicat des fois d'arriver à l'hôpital, salut, c'est moi, tu me prescrives des séances parce que c'est ça. Donc voilà. Mais j'avais fait un mail explicatif et après, voilà, je pense qu'il faut y retourner. Il y a des oncologues que j'avais contactés qui sont partis. Donc, mais voilà, mais vraiment, oui, l'objectif, c'est de sensibiliser et je vais tout faire. Parce que moi, il me semble qu'il m'avait dit, tu veux te faire masser tout ça, mais tu te sors ça, tu dis, ouais, oui, ça fait un peu. Non, oui, c'est ça, c'est bon. Lui, il n'y croyait pas non plus. Personne ne veut aller se faire masser. Et voilà, et. Voilà, il faut expliquer les choses. Donc, voilà, s'il n'a pas le temps, au lieu de dire, voilà, t'as ça, tu dis ça, tu peux regarder ça. Je pense que je vais faire un petit dépliant. Oui, je vais faire un petit dépliant, là, c'est dans le projet. Je vais laisser à l'hôpital et que même l'infirmière coordination se pourra donner, même avec tous ces. Non, mais justement, c'est un. Un support, voilà, pour expliquer. Ouais. Bien sûr, j'y ai pensé. Tu rentres à la maison, tu regardes, tu as la tête comme ça, tu n'as rien écouté, tu es en train de pleurer là. Je vais mourir et mes enfants qui vont s'en occuper, donc voilà. Oui, bien sûr. Et tu rentres et tu regardes ton petit support et là, c'est parfait. Il y a le livret pour le maman, mais c'est pas le. Voilà, mais c'est important le maman, comme elle a dit, il ne faut pas. Il y a tout qui est important aussi. Et oui, je vais m'en occuper. J'ai là des jolies petites affiches en plus. Oui. On va faire un petit peu des infos. La vidéo, elle pourrait être aussi ce que tu viens de présenter, exploité, diffusé. Enfin, voilà, ça peut être aussi un support que toi, tu peux prendre aussi. Enfin, je veux dire, je vais l'envoyer, je pense. Tu es sur l'annuaire des soins de support.
avec aussi, parce que c'est Elodie, c'était en oui, contact avec Elodie. pardon. Donc je pense que oui, tu dois dire. Oui, avec Elodie, oui, ça vous fait moi que je suis en contact. Pas D'accord. Ok. une information sur. Et c'est vrai qu'il faut vraiment convaincre les médecins en leur expliquant pourquoi pour que ça devienne automatique. Et après, comme tu disais, il y a peut-être besoin de faire la 150 séances, hein, mais il y a quand même à un moment donné besoin de la kiné. C'est important. Si c'est un soutien, je pense que pas négligeable. Après, nous, patients, on a aussi, il y a peut-être cette méconnaissance de cette spécialité-là pour en finir, mais il y a peut-être aussi une méconnaissance des retours d'expérience des patients qui ont été des groupes sans spécialité. Oui, Et de dire que oui, ça peut être bien, que oui, on avait peur parce qu'on vient voir ici et que maintenant, on arrive à faire de pareil. Et que oui, que c'est que du bonheur d'avoir quelqu'un en face comme toi qui sait de quoi il parle et qui a ce flux d'informations à nous donner aussi. Oui, bien sûr. On a un rôle à jouer essentiel entre nous avec d'autres patients. Oui, je pense que c'est pour réussir, ça c'est sûr. Il faut en parler, il faut sensibiliser. Mais bon, c'est vrai que le prescripteur, c'est le médecin. Enfin, moi, je veux bien vous recevoir, mais si vous n'arrivez pas à lire mon bilan, voilà. Mais voilà, bien sûr que si les patientes aussi ont un retour à leur oncologue, bon, de quoi ils sont pressés peut-être, mais s'ils l'ont plusieurs fois dans la semaine, ils vont dire ah peut-être que c'est toute une chose qui se fait en amont, mais comme tu disais, c'est vrai que je disais la polydysie, mais en métropole c'est pareil. Hein. Moi j'ai des collègues en métropole qui ont ils râlent aussi parce qu'elles n'ont pas prescrit. Après maintenant, je pense que moi j'ai envie de dire que ça change quand même, qu'il y a de l'évolution. Bon, il y aura peut-être un médecin qui ne voudra jamais prescrire, il ne prescrira jamais, mais je pense que ça évolue, mais il faut en parler. Et toi, tu fais que ça dans ton cabinet ou tu vas faire autre chose? Alors, moi, dans mon cabinet, je vais faire essentiellement de la rééducation en scénologie. Je fais aussi un peu de rééducation en neurogynéco. Mais non, sinon, après, je suis kiné, donc je prends des prises en charge globales. Après, moi, c'est ce que j'aime. C'est vraiment quelque chose où je me suis spécialisée parce que ça me tient à cœur. Même les cicatrices, j'ai fait des formations sur les cicatrices parce que il y a 2 ans de ça, je ne vous avais pas dit ce que je vous ai dit sur les cicatrices parce que clairement, en école de kiné, j'avais appris très vaguement et je ne savais pas en fait vraiment prendre sur les cicatrices, donc c'est spécifique. Donc voilà, c'est mon dada, c'est ce que j'aime. Donc oui, si j'ai 80% de cette activité-là, moi je suis très contente. Mais je ne vais pas refuser des patients au soin. C'était efficace. Merci. En plus. Jana, sur le fil de discussion, te remercie pour cette intervention de qualité. Plaisir. Mais je rien. Alors, toutes les conférences qui sont effectivement super intéressantes, oui, forcément, tu vas revenir au Faré. D'accord. Voilà, donc garde tout dans ton support, juste, voilà, le compléter si tu as besoin, le compléter de retour de patiente, de petits commentaires sur ton futur flyer. Oui. Et puis on te donne rendez-vous dans quelques mois. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Voilà, notre cours de conférence, donc c'est une fois par mois. Donc l'objectif c'est de finir 19h, pas trop tard. Comme si on est en parcours de soins, ça fait pas tout le monde. Et c'est un moment où on accueille les Amazones et leurs familles. Et les séances sont ouvertes à tous. Hein, donc les hommes sont bienvenus ces soirs-là. Et en dehors de ces moments, c'est réservé aux Amazones. Donc merci beaucoup, merci à tous. Et puis à très bientôt. Merci.